Ceux qui se réinventent sont dans Be Inspired avec Société Générale. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Be Inspired. C'est la rencontre avec des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Des personnes qui, à leur façon, ont décidé de changer le monde et qui nous inspirent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un premier invité, Nicolas Rambeau, qui a coaché des légendes du basket comme Michael Jordan, Tony Parker, entre autres. Il est aujourd'hui moteur de dirigeants, de performeurs et consacre sa vie à étudier comment l'être humain réagit face à la pression. Ma deuxième invitée est Zora Megraoui, passionnée par l'autisme. Elle accompagne parents et enfants pour les aider à se comprendre et à faire des enfants épanouis. Et elle nous donne les clés d'accès à ce monde mystérieux au travers de bandes dessinées pédagogiques. Zora va nous démontrer que l'autisme peut aussi nous inspirer. Êtes-vous prêts? Et ma dernière invitée est Sandrine Fabre-Rubinstein. Après 22 ans de management, 5 ans de conduite du chemin, des engagements dans des associations culturelles et d'inclusion, Sandrine fait soudain un burn-out suivi d'une grave dépression. Elle va partager avec nous en quoi cette expérience à première vue négative l'a inspirée pour la suite de sa vie professionnelle. Donc bienvenue à vous qui nous rejoignez. C'est parti pour 3 découvertes très inspirantes. Mon premier invité est Nicolas Rambeau, un homme passionné par le mindset de la performance et de la gagne. Il a personnellement côtoyé et interviewé une centaine de grands champions. Et il va partager avec nous ce qu'il a pu constater. Mais surtout, il est là pour nous inspirer parce qu'il est aussi conférencier. Nicolas, pour toi, le sport de haut niveau est un modèle pour tous. Et tu es aussi passionné par ce qui se passe de la tête des performeurs. Mais alors, ce sont 2 choses différentes et tu as voulu les associer pour en faire ta vie professionnelle. Pourquoi? Pourquoi? C'est avant tout une histoire personnelle. Moi, lorsque je jouais au basket, je me rendais compte que j'arrivais à performer, j'arrivais à bien gérer. Par contre, le sujet de la gestion de mes émotions, c'était pas toujours terrible. Des fois, dans la relation avec les arbitres, j'avais un peu de difficulté à canaliser tout ça. Donc, il y a ce premier élément-là. Et puis, pendant les 10 années où j'ai travaillé à la Fédération française de basket, je me suis rendu compte que la France, en tant que nation du basket mondial, on était très performant sur les domaines techniques, tactiques, stratégiques, physiques, mais qu'on ne faisait rien pour la dimension psychologique. Et c'est là que, pour la Fédération française de basket, j'ai créé les premiers programmes de préparation mentale, avec notamment l'équipe de France junior garçon. J'ai été assistant de celle-ci, il y avait Tony Parker, et en m'inspirant beaucoup de ce que j'avais pu travailler avec Michael Jordan, avec qui j'ai eu la chance de collaborer. D'accord. Et donc, en fait, on doit avoir un mindset de gagnant à développer. Mais alors, quels sont les secrets de ce mindset? Les secrets de ce mindset, en fait, on peut rendre ça simple, le mindset. C'est l'idée de se dire qu'on a tous, toi Virginie, moi, toutes les personnes qui peuvent nous écouter, on a un chouineur dans notre tête et on a un chuchoteur dans notre cœur. Le mindset, c'est ça, c'est mettre de la conscience sur ces 2 personnages. Le chouineur dans notre tête, lui, ce qu'il veut, c'est rester peinard, tranquille, ne pas bouger, ne pas évoluer. Et le chuchoteur dans notre cœur, lui, il veut nous chuchoter des aspirations ambitieuses. Et le mindset, en fait, c'est de communiquer avec ces 2 personnages, de dire au chouineur « calme-toi, endors-toi, va de ton côté » et d'inviter le chuchoteur à s'exprimer fort, à s'affirmer et à s'engager. C'est ça le mindset, en fait. Et donc, un champion comme un entrepreneur doit être régulier dans sa progression. Et quand il arrive au top, il reste le plus longtemps possible. Alors, comment peut-il faire, mais surtout, comment peut-il faire en étant serein? Eh oui, en étant serein, parce qu'il ne s'agit pas d'être dans l'ultra-performance et de se brûler. Tu as raison de préciser ça. L'idée pour moi, c'est de mettre en place un concept que j'ai pu modéliser en travaillant avec Michael Jordan, justement, qui est le concept des 3 A. Le premier A, c'est le A de l'autorisation. S'autoriser à voir grand, s'autoriser à être ambitieux, à être inspirant, comme on le fait ici dans cette émission. C'est la première clé. Le deuxième, c'est d'accepter le prix à payer. D'accepter le prix à payer de tout type d'engagement tourné vers une performance de très haut niveau. Et le troisième A, c'est le fait de mettre en place des actions
adapter, c'est un A au carré, mettre en place des actions adaptées. Par moment, on a besoin de faire des grandes enjambées, par moment des petits pas, par moment cheminer en trottant, en adaptant chacune des actions au bon moment et aux bonnes circonstances. Alors, j'aimerais bien quand même rebondir sur le prix à payer. Ah. Ça a l'air très douloureux. C'est vrai que vu comme ça, le prix à payer, ça donne pas envie. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais en fait, on peut déjà se rappeler que lorsqu'on est performeur, c'est-à-dire sportif ou sportif de haut niveau ou entrepreneur, le prix à payer, c'est surtout mettre de la conscience et de la sagesse sur le fait que ça n'est pas facile. Et en fait, j'aime l'idée que si j'arrive à anticiper qu'il y aura un prix à payer qui peut se présenter sur mon chemin d'évolution, lorsque justement ce prix à payer s'offrira, se présentera à moi, parce que je l'aurai anticipé et que j'aurai posé des jalons pour éviter qu'il ne soit trop violent, j'arriverai à bien le gérer. Et en fait, si j'anticipe et que j'accepte que tout prix à payer peut se présenter face à un grand engagement, je vais le vivre avec sérénité, comme tu le précisais tout à l'heure. D'accord, donc en fait, dès qu'on est de la performance, on a forcément un prix à payer. Je le pense. Ça peut être, quand on est entrepreneur, on peut payer un prix qui est celui de, et je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais de passer moins de temps peut-être avec ses enfants ou sa femme, ou de donner moins de temps à sa santé. Lorsqu'on affecte beaucoup d'énergie, de performance dans un domaine de vie, c'est difficile d'en mettre tout autant dans les autres. Donc, fort probablement qu'il y a des prix à payer de cette nature qui peuvent se révéler. D'accord. Et tu disais aussi dans une interview que j'ai vu passer que quand on vivait un sentiment d'échec ou d'angoisse, on a à peu près 4 secondes pour gérer nos émotions. Exact. Et alors, comment fait-on? Exact, c'était le sujet de mon second TEDx. Et en fait, c'est juste se dire qu'un principe est essentiel. L'émotion, elle s'offre à nous, elle est physiologique, on ne peut pas lutter contre elle, on ne peut pas l'empêcher. Et ce qui est important, c'est que quand l'émotion se présente, on a 4 étapes pour pouvoir faire, qu'on peut retrouver avec l'acronyme RAIN, la pluie en anglais, R-A-I-N. Le premier R, c'est pour reconnaître que l'émotion est là. Souvent, lorsqu'on est en colère, on ne se rend même pas compte qu'on est en colère. Les autres nous le voient, mais nous, on pense qu'on est juste en énergie haute. Reconnaître l'émotion. Ensuite, accepter que l'émotion soit là. J'aime utiliser l'équation souffrance égale douleur fois résistance. Et en fait, si je n'accepte pas qu'il y ait l'émotion et que je lutte contre elle et que je me dis c'est complètement injuste, ça ne devrait pas arriver, etc., je vais la décupler et me mettre à souffrir. La troisième lettre, c'est pour le I, qui va correspondre à investiguer. Investiguer l'origine de l'émotion qui se présente à moi. D'où est-ce que ça vient? Certainement un conflit de valeurs. Laquelle est-ce? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et le N, la dernière lettre, pour ne pas s'identifier à l'émotion. Je ne suis pas ma colère, je ne suis pas quelqu'un de colérique, je suis juste en train de vivre une émotion. Et alors, quel est l'intérêt justement de ne pas s'identifier? Alors ça nous permet justement de se dire que je ne vais pas m'identifier à cette émotion parce que je peux vivre toutes les palettes d'émotions. Peut-être que je vais être à un moment donné en colère face à quelqu'un et que le moment d'après, je serai joyeux, enthousiaste vis-à-vis de quelqu'un. Et en fait, je suis juste un être humain dans toute sa vulnérabilité, son authenticité, qui va certainement vivre tout le spectre des émotions sans être lui-même une des émotions. Ça nous permet de prendre de la hauteur aussi. D'accord. Et par rapport à cette notion de résistance, j'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que ça ne me paraît pas suffisamment clair. Je comprends. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand un événement nous arrive, l'être humain et son ego veulent être dans le contrôle de ce qui se présente. Et si... on va prendre un exemple simple. Un enfant qui tombe à vélo et qui voit qu'il a le genou écorché, si il se met à regarder son genou écorché qui saigne, il va du coup ne pas accepter ça, il va résister, il va se mettre à crier, à hurler ou autre. Or, s'il est tombé et qu'on vient, allez viens, on va te mettre un pansement, ça va bien se passer, ça l'empêche à résister à ce qui est. Et c'est un grand principe de mindset général. Ce qui est, on ne peut pas le modifier. Si je résiste contre ce qui est, je n'arriverai à rien. Par contre, si j'embrasse ce qui est et que je ne résiste pas à ma tentation première de vouloir lutter contre quelque chose sur lequel je n'ai pas d'effet, alors là, les sommets seront les miens. Et d'ailleurs, toi qui aimes les performeurs, qui en fait au quotidien, qu'est-ce que tu aurais envie de partager justement à ces personnes-là ou aux personnes très ambitieuses? Personnes très ambitieuses, c'est tout ce qui m'anime. C'est les performeurs qui sont les sportifs et les sportifs de haut niveau, les entrepreneurs, les dirigeants. Et en fait, pour moi, c'est de leur dire justement, ça rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure sur le sujet de la sérénité, le meilleur chemin de vie
pour à la fois performer à haut niveau et être épanoui, c'est de mettre en place le VPS, l'acronyme VPS, le V de vision inspirée. Pourquoi est-ce que je me lève chaque matin? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me donne envie d'y aller? Être inspiré par la vision dans laquelle on va. Ensuite, le P pour performance engagée. Comment est-ce que je vais pouvoir être engagé dans ce que j'ai à faire? Trouver des tâches et des missions qui vont me permettre d'atteindre cette vision et de ne pas sombrer en procrastination passive ou active face à celle-ci, au service de la dernière lettre qui est le S pour la sérénité incarnée, parce que la finalité, elle est pleinement là. Et il ne s'agit plus d'opposer, comme on le faisait avant, performance à sérénité, mais bien de marier l'ensemble. Et c'est tout ce que je souhaite à tous les performeurs. Ah ben merci beaucoup Nicolas d'avoir pris soin de notre mindset, parce qu'effectivement la sérénité, c'est un petit peu le Graal. Que nous recherchons tous d'une certaine manière. Exactement. Merci de ton invitation, Virginie. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Zura Megrahi, une vraie passionnée. Elle est coordinatrice autisme, mais aussi vulgarisatrice et auteure. Et elle nous a d'ailleurs apporté sa dernière bande dessinée, Dans les yeux d'Emma et de Teddy. C'est une bande dessinée très pragmatique et elle a accepté le défi de nous inspirer au travers de l'autisme. J'ai hâte. Alors Zora, comment as-tu découvert l'autisme et pourquoi as-tu choisi de consacrer ta vie? Alors merci déjà pour l'invitation Virginie. Moi j'ai été formée il y a 12 ans au sein d'une association qui accompagnait les enfants autistes et j'ai découvert les méthodes comportementales pour pouvoir les aider à progresser. Et j'ai découvert une pluralité de profils, donc ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, j'ai ma place ici et je peux voir un peu les marges de progression de chaque enfant. Et c'est devenu une vraie passion pour moi, je me suis accrochée. Et pourquoi? Et pourquoi? Alors moi, je suis née avec une tache de naissance au niveau du cou et une différence physique aussi au niveau du visage, donc essentiellement sur le nez. Et j'ai été opérée il y a 11 ans, donc j'ai vécu avec ça pendant plus de 30 ans. Et ça m'a beaucoup travaillé étant jeune, donc avec beaucoup de moqueries des enfants, etc. Enfin, la société, elle est pas très, elle est un peu dure avec la différence. Et du coup, j'en ai fait un peu mon combat. Et je me suis dit, toujours depuis petite, je me suis dit, je me pencherai sur l'accompagnement, sur l'aide des autres, des enfants ou des adultes. Et donc là, c'est tombé sur des enfants. Et donc du coup, je me suis j'ai toujours voulu, on va dire entre guillemets, vouloir un peu réparer un peu cette période un petit peu négative. Et du coup, c'est pour ça que je suis dans l'autisme aujourd'hui et que je vis une vraie passion tous les jours. Et du coup, que tu pourrais nous expliquer les différences de manière très schématique entre le cerveau normal et le cerveau autiste? Oui, je vais essayer d'expliquer de manière surtout imagée. Alors le cerveau autiste, il faut savoir que c'est un cerveau perceptif et visuel, donc c'est une pensée en images. Et il a une particularité, c'est qu'il a une absence de tri neuronal. Alors qu'est-ce que c'est le tri neuronal? C'est des difficultés, c'est une incapacité et aussi une incapacité à trier l'information entrante, l'information qu'il reçoit, à trier et à prioriser. Donc du coup, le cerveau reçoit toutes les informations en même temps de tous les canaux, que ce soit auditif, olfactif, visuel. Et la personne autiste, elle est perdue un petit peu avec tout ça. Donc pour éviter de se perdre, elle va focuser sur un canal auditif. Par exemple, on va prendre un exemple d'un collaborateur et d'une personne autiste qui échangent, qui ont une conversation. Elle va se focuser sur le canal auditif pour pouvoir comprendre et donc forcément, elle ne va pas forcément la regarder dans les yeux parce qu'elle est concentrée sur l'audition. Donc c'est ce qui explique pourquoi des fois certains parents viennent me voir et me disent oui mais je l'appelle par son prénom mais il ne me répond pas. En fait il est présent mais c'est qu'il ne peut passer que par un canal sur le moment. Donc, et souvent ce que je donne comme exemple c'est l'exemple du rétroprojecteur. On ne peut pas mettre plusieurs diapositives en même temps. Non. On en met une après l'autre et c'est un peu comme ça que ça fonctionne le cerveau autiste. Okay. Alors que le cerveau non autiste, il est capable de traiter tout autant d'informations, mais en même temps. Donc je suis capable de t'écouter, je suis capable de te regarder et de voir ce qui se passe autour de moi et je reste concentrée. Par contre, une personne autiste, elle aura cette difficulté-là. Et d'accord, et du coup, si je trouve ça dans une situation pratique, comment un entrepreneur, un employeur peut offrir un environnement de travail qui soit confortable, à la fois pour une personne autiste et pour ses collègues?
Alors, il y a un point important que je voudrais souligner, c'est qu'en entreprise, c'est important de sensibiliser sur l'autisme parce qu'on a une image très négative de l'autisme et on ne sait vraiment pas, on a du mal à savoir ce que c'est, on en a peur. Vraiment, concrètement, on en a peur. On a plusieurs choses à mettre en place. Donc, la première à mettre en place, pour moi, qui est la priorité, c'est la mise en place d'entretiens, adapter les entretiens pour les personnes autistes. C'est déjà un point clé parce qu'il y a beaucoup de personnes autistes qui sont au chômage et qui ont les compétences pour un poste, mais qui ratent à cause de cet entretien. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait, dans cet entretien? Il faut par exemple poser des questions très directes, pas donner de choix, parce que quand une personne autiste, on lui demande un choix, elle est en difficulté, elle se noie. Pas poser de questions, par exemple, quelle est ta qualité, quel est ton défaut, parce qu'ils ont un franc-parler et ils peuvent dire des choses qui peuvent être mal interprétées. Donc c'est vraiment des petits détails. Après, il y a aussi des notions d'aménagement à mettre en place, donc aménagement de bureau, un bureau épuré, il faut qu'il y ait un ordinateur sur le bureau uniquement, ou bien que le dossier à traiter. Les réunions aussi, je trouve que c'est important, il faudra en parler. Ce serait bien de s'inspirer un peu des réunions canadiennes ou américaines où tout est structuré, où chaque collaborateur a un temps de parole. Comme ça, la personne autiste, elle peut profiter de ce moment et elle peut rester concentrée pendant ce temps de réunion et elle n'a pas besoin de se focaliser sur plusieurs éléments. Et la structuration, pour une personne autiste, c'est très important, le rituel, parce que le cerveau, il n'est pas mobilisé par un nouvel apprentissage. Il connaît déjà comment ça se passe. Donc du coup, au niveau énergétique, les personnes autistes sont moins fatiguées. Et ça, c'est important à prendre en compte dans le monde du travail. Et du coup, par rapport à ça, oui. tu nous donnes des pistes, mais tu ne dis pas tout, comment l'autisme peut nous inspirer, nous? Alors, l'autisme peut nous inspirer pour beaucoup de choses. Moi, en tout cas, il m'a inspiré sur toute la notion de persévérance. C'est des personnes qui sont très, très persévérantes. On leur apprend à apprendre. Donc, il y a des choses qui sont innées chez une personne qui n'est pas autiste, contrairement à une personne autiste. Et il y a aussi quelque chose qui nous apprennent, en tout cas, moi, dans le quotidien et dans ma pratique, c'est des personnes... Ça m'a aidé, moi, à m'adapter, à me former à différentes méthodes, à m'ouvrir l'esprit, à avoir plus de flexibilité et aussi à travailler tout ce qui est la remise en question. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout et parfois on se trompe quand on travaille et il faut vraiment le mettre en avant, ce point-là. Je trouve qu'il est important. Donc pour moi, c'est ça les points clés pour D'accord. Du coup, ça veut dire que par rapport à nous, en termes d'inspiration, ça nous permet de prendre conscience qu'on a tous une réserve d'énergie. Oui, on a tous une réserve d'énergie et puis... Et nous, comment on pourrait prendre soin de ça? Prendre soin de ça par rapport... En nous inspirant de l'autisme. Apprendre à mieux se connaître, apprendre à comprendre notre fonctionnement. Ça, c'est déjà très important parce que pour une personne autiste, par exemple, j'ai oublié d'en parler dans les aménagements. Par exemple, une personne autiste qui porte un vêtement où elle n'est pas à l'aise, elle va être en difficulté toute la journée. Donc, quand on ne se connaît pas, c'est un problème, c'est une chose à vraiment mettre en évidence. D'accord. Et du coup, par rapport à toutes ces personnes en fait, qui ont peur d'embaucher une personne autiste, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les aider? Alors, on pourrait leur dire que déjà, que l'autisme, c'est plus un atout qu'une peur, qu'ils ont une façon d'appréhender le monde de façon pragmatique et pratique, avec une pensée directe, intuitive et avec ce souci du détail. Et ce souci du détail qui pourrait aider l'entreprise justement à ouvrir un angle différent pour un projet par exemple. Et c'est ce qui fait la force de l'autisme. Et il y a aussi un élément important, c'est que quand on aménage et qu'on met en place tous les besoins pour les personnes autistes, elles sont capables d'être très productives et d'apporter énormément à l'entreprise. Donc ce serait ça ce que je dirais. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Et je suis très heureux maintenant d'accueillir Sandrine Fabre-Robinson. Après 22 ans de management et cercle de conduite du chemin dans une grande banque, elle a connu à ce tour les joies du burn-out et de la dépression. Cette expérience lui a donné envie de consacrer sa nouvelle vie professionnelle et surtout de créer une permanence téléphonique 7 jours sur 7 pour aider ceux qui ont fait un burn-out et leurs proches. Toi, Sandrine, après avoir aidé les autres pendant 25 ans, toi aussi tu as plongé dans le burn-out. Et aujourd'hui, tu te passionnes sur ces sujets. Pourquoi?
Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a 3 raisons principales. La première, c'est que je vois les gens se révéler, et ça c'est formidable. La deuxième, c'est que je vois aussi, et c'est pour ça que j'ai créé cette activité, je vois aussi les entreprises, alors pas toutes, hein, mais certaines entreprises, prendre en main le sujet et puis doucement arriver à mettre en place des choses. Et c'est à chaque fois différent, suivant les problématiques. Donc ça aussi, ça me passionne. Et puis, la troisième raison, c'est que en fait, on évalue, on élabore des méthodes pour pouvoir faire en sorte que ça se révèle chez les individus et puis que les entreprises puissent faire ce chemin à leur rythme, sans crainte, et pour contribuer à enrayer le phénomène du burn-out. Voilà ce qui me passionne. Et j'ai entendu dire qu'il y avait un effet psychologique, mais aussi un effet physiologique au burn-out. Qu'est-ce que ça veut dire physiologique ? Alors en fait, il y a vraiment, c'est 4, au risque d'être un peu didactique, mais il y a vraiment 4 points à mon sens à retenir. Le premier, c'est que le burn-out, ça ne vient pas tout d'un coup. C'est le fruit d'un long processus, au moins 6 mois d'exposition à un stress chronique. La deuxième chose à retenir, c'est que c'est la rencontre entre des facteurs externes et des facteurs internes. Mais ça, on est tous soumis à ça, hein. Les facteurs externes, c'est trop de travail, par exemple. Les facteurs internes, c'est je vais être fort, je vais tenir, etc. Ce qui va faire burn-out, c'est le troisième point, c'est qu'une personne avec cette rencontre de facteurs externes et facteurs internes, elle va rester dans une situation qui ne lui convient pas. Et c'est ça qui va faire que de semaines en mois, voire parfois en années, en fait, elle va chuter. Et ça, c'est le 4e point à vraiment retenir. C'est important pour les personnes et important pour l'entourage. C'est que pendant cette période-là de l'exposition au stress chronique, il y a des phénomènes physiologiques qui se passent et qui sont complètement indépendants de la volonté. Donc au départ, c'est psychique ou psychologique, ce qui fait que la personne reste. Et ensuite, il y a des impacts physiologiques sur le cortisol, la dopamine. Et voilà. Et ça va créer cette chute à un moment donné de tout le système qui va faire que la personne ne se lève pas un matin. Voilà. Et on parle du burn-out au travail, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a un sujet quand même un petit peu tabou. C'est celui du burn-out et de la conséquence sur la parentalité. Oui. Vous nous en parlez. Alors oui, moi je vais en parler parce qu'il faut le dire, quand on tombe en burn-out, puisque c'est un effondrement psychique, émotionnel, physique, en fait tout est emporté. Mais quelquefois, on peut être emporté plus loin que la sphère du travail. Et on peut tomber dans une grave dépression. Ça arrive, alors je n'ai pas de chiffres précis parce que c'est compliqué, mais bon, ce n'est pas le sujet, mais peut-être la moitié des gens qui font un burn-out tombent en dépression. Et c'est ce qui m'est arrivé, donc je veux en parler parce que ce qui a été le plus dur pour moi, en dehors même des 18 mois où j'avais envie de me foutre en l'air, en fait, à cause de cette identité qui avait volé en éclats, c'était de ne plus rien ressentir pour mes enfants. Ça, quand j'ai vécu ça, je suis allée chez le psychiatre parce que je voulais une trousse de secours quand j'avais des idées suicidaires. Et en fait, je me suis effondrée chez lui avec ce sentiment de je ne ressens justement plus rien pour mes enfants. Mais pour rien, ça veut dire un sentiment amoureux, de l'amour, c'est quoi pour rien? C'est le vide. C'est le vide. Et ça, c'est au-delà de perturbant. C'est insupportable. Moi, je me suis entendue pleurer comme... je ne savais même pas que je pouvais pleurer comme ça. Et évidemment, ça a un impact sur la personne, mais ça a un impact sur les enfants aussi. Parce que j'ai essayé de masquer ça quand même. Mais... je vois bien, j'ai un enfant qui est un petit peu anxieux, ça a un impact sur toute la famille, sur les gens autour. Voilà, donc, et la parentalité, évidemment, il y a beaucoup de gens qui font des burn-out qui sont parents. Donc, oui, moi j'ose en parler parce que c'est délicat, c'est difficile et qu'il faut en parler pour le traiter. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte en fait de vivre un burn-out? En quoi ça peut être inspirant pour nous?
Alors, c'est inspirant parce qu'on peut l'éviter, le burn-out, et ce serait bien qu'on puisse l'éviter parce que le travail de reconstruction après, il consiste à faire en sorte qu'on se reconnecte et puis justement qu'on se révèle à soi-même, qu'on se découvre en fait. En fait, dans nos sociétés notamment, on s'est construit avec des injonctions sociales, familiales, sociétales, etc. Et puis, ça marchait, ça a fonctionné, et puis un jour, ça ne fonctionne plus pour cette rencontre, voilà, facteur externe, facteur interne, et tout explose. Avant que tout explose, si on faisait ce travail de construction qu'on doit faire, nous, en reconstruction, quand on accompagne les gens, c'est-à-dire, je me reconnecte à moi, à mes envies, mes besoins. J'entendais l'intervenante précédente, je connais mon mode de fonctionnement, ce qui va faire limite, ce qui va faire force. À ce moment-là, on ne tomberait pas en burn-out. Voilà. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est investissez sur vous-même en explorant votre mode de fonctionnement, vos besoins, vos motivations, vos valeurs, etc. Et puis reconnectez. Alors, ça fait un peu bateau, mais le corps, l'esprit, et puis l'émotion. Nicolas en parlait, l'émotion. Parce que tout ça, ça fonctionne ensemble, ça dialogue, ça donne des messages, et c'est quand on coupe ces liens qu'en fait, on risque d'être entraîné au burn-out. Merci beaucoup, Sandrine, de nous avoir apporté tout ça et de nous avoir fait comprendre nos liens, finalement, entre le burn-out et prendre soin de soi, se connaître et s'aimer. Et d'ailleurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un joli moment. Et à très vite pour la suite. Ceux qui se réinventent sont dans Be Inspired avec Société Générale.